Il y a eu un coup d'État déjoué et coup d'État déjoué. Il y a eu une attaque. Une attaque, c'était pas un coup d'État en tant que tel, mais c'est une attaque contre la République du Niger. Voilà. Euh, Pays qui est dans l'AES. Ce pays a été agressé dans la nuit dernière et au petit matin, tout a été neutralisé. Les assaillants ont été neutralisés. Et ce qui m'a plu dans l'histoire, c'est le discours du général Tiani, Abourahmane Tiani. Abourahmane Tiani a tenu un discours clair, net, fluide, sans ambiguïté. Il a été franc, sans cacher ses intentions. Il a dit ce qu'il fallait dire. Il a dit que ces gens qui sont, ces comploteurs tapis dans l'ombre, qui accompagnent toujours les agresseurs du Niger, ils ont eu l'habitude d'aboyer, mais qui s'attendent maintenant au rugissement du lion nigérien. Donc, ça a été un discours qui a frappé dur dans les oreilles. Mais les amis, vous savez, il y en a qui ne savent pas que le combat que nous menons, nous sommes visés. Nous sommes visés. D'aucuns diraient oui, mais qui t'a envoyé? Personne ne t'a envoyé. Donc pourquoi tu dis que tu es visé? Voilà, pourquoi tu dis que tu es visé? Tu peux laisser tomber. Voilà, pour te protéger. C'est ce qu'on dit. Vous savez, j'ai fait un boulot. J'ai pas envie de rentrer dans le fond du dossier, mais j'ai fait un boulot de sécurité. Et vous voyez, les responsables d'ici ont mis l'œil sur moi. Voilà. Déjà, je devais travailler à l'ambassade du Canada. Je travaillais déjà là-bas. Et puis, un moment arrivé, ils sont venus dire que moi, j'ai fait des vidéos et que j'attaque la France dans mes vidéos. Donc, là-bas, ils ont tout fait pour que je n'y sois plus. Ils ont demandé qu'on m'enlève là-bas. Je vous le dis, hein, pour que vous compreniez que je n'ai jamais parlé de ça. J'estime que vous venez me suivre pour que je vous donne des informations, pas pour que je vous parle de ce qui m'arrive. Or, si on dit qu'on se soutient, si on dit qu'on aime bien ce que tu fais, le plus souvent, il y en a qui disent, mais toi qui te cherches même, toi qui te cherches, voici le langage tenu par nos ennemis, toi qui te cherches. Alors, pour leur rappeler que c'est possible qu'on nous cherche, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous dire ce que je suis en train de subir. Voilà, parce que quand c'est arrivé au professeur Franklin Nyamsi, il vous en a parlé, vous êtes allé l'accompagner au tribunal, tout ça. À chaque fois, il vous disait ce qui se passait. Voilà. Ils ont mis l'œil sur lui, ils ont bloqué ses comptes tantôt, ils ont fait... Alors, c'est en train de m'arriver à moi. Voilà, c'est en train de m'arriver à moi. Et ils ont décidé de me nuire et de m'empêcher de travailler. Ils ont décidé de m'empêcher de travailler. Il y a un préfet en particulier qui a décidé de m'empêcher de travailler. Il veut aller plus loin. Voilà. Il veut aller plus loin d'après ce que j'aurais attendu. Il veut aller plus loin avec moi parce que il n'est pas d'accord de ce que je dis à travers mes vidéos. Donc, il veut déjà, quand tu es dans ce pays, il faut travailler. Voilà, comme par rapport à mes baisses, ils n'ont pas mis bras dessus, ils n'ont pas réussi à mettre bras dessus. Ils veulent maintenant passer par mon boulot et puis me bloquer, m'empêcher de travailler. Et après ça, quand tu ne travailles pas et que tu commences à vivre au crochet du social, eux, ils trouvent maintenant le moyen de dire, voilà quelqu'un qui ne participe pas à la vie française, qui ne donne pas, qui ne paye pas ses impôts, ou bien qui ne fait pas ceci, cela, parce qu'il profite du système et quelque temps après, on s'attaque maintenant à Tegbès. Voilà. Ils ont commencé, hein. Ils ont commencé. Voilà. Un préfet en particulier a décidé de me poursuivre, de me chercher. Voilà.
Jusqu'à dans tous mes trucs où je travaille, il a décidé de mettre bras là-bas. Voilà. Et puis on m'a fait venir la nouvelle, l'information. Voilà. Donc ce n'est pas pour bluffer. Ils ont refusé que je travaille à l'ambassade du Canada. Pourtant, j'ai travaillé là-bas, j'ai fait plus d'1 an là-bas. Et après, ils veulent maintenant mettre bras sur ce que je suis en train de faire dans 7 ans. Donc voilà. Bref, je ne rentre pas dans les détails expressément parce que nous sommes écoutés. Donc je ne rentre pas dans les détails parce que je vais faire appel. Je vais rentrer dans tout ce qu'il faut pour que je puisse travailler librement parce que j'ai le droit de travailler. Voilà. Il n'y a rien qui m'empêche. Je n'ai jamais été condamné pour quoi que ce soit. Voilà. Donc, on ne peut pas m'empêcher de travailler. Donc, je vais faire ce qu'il faut. C'est ce que je voulais dire me concernant. Donc, ne pensez pas que ce ne sont pas des risques qu'on prend. Tout à l'heure, je viens de parler d'Abdourahmane Tiani, le général Tiani, qui a tenu des propos. Mais il a cité des noms. Il a cité le nom du président français. Il a dit Macron, comment on appelle, le président béninois, c'est-à-dire Patrick Talon, et il a cité Alassane Dramane Ouattara. Voici des chefs d'État qui sont tapis dans l'ombre et qui essayent de faire tomber le Niger. Pourquoi? Parce que l'uranium nigérien a été visé. Les gens disent que c'est pour eux. Voilà. La France a dit que l'uranium là, c'est pour eux. Parce que Orano a été débouté. Donc, eux, ils disent que c'est pour eux. Ils disent que c'est pour eux. Maintenant, et qui feront tout pour aller récupérer l'uranium nigérien. Donc, faire tout pour récupérer l'uranium là, ça sous-entend beaucoup de choses. Ça sous-entend beaucoup de choses. La preuve en est que dans la nuit dernière, ils ont attaqué l'aéroport, mais quand on veut faire un coup de force ou bien on veut faire un coup d'État, peut-être qu'on commence d'abord à attaquer le palais. Mais eux, ils ont commencé d'abord à attaquer l'aéroport. Il faut aller comprendre quelque chose. Pourquoi ils ont attaqué l'aéroport? Les amis, si vous êtes là, tapotez la vidéo et republiez-la, partagez-la. Il y a la flèche là. La flèche qui est à côté là, il faut cliquer dessus pour partager la vidéo. Voilà. Et puis abonnez-vous. Il faut vous abonner. Il faut vous abonner. Il faut vous abonner. Voilà. C'est ce qui va arriver à ta mère qui sera pire, Consti. Voilà. Ce qui va arriver à ta maman là, c'est ça qui sera pire. Sinon, c'est pas pour moi. Il n'y a rien qui sera pire. Tu t'es abonné, mais je t'enlève parce que je n'ai pas besoin de toi. Voilà. Un des moins. Donc, ouais, mes révélations vous manquent. Arabien. Arabien dit, mes révélations vous manquent. Mais quand il vous demande de partager, là même, là, tu n'es même pas en train de tapoter, tu dis, mes révélations vous manquent. Il faut donner la force. C'est ça le truc. Vous ne donnez pas de force. Tant que vous ne donnez pas de force, on ne peut pas avoir la force de venir vous donner des révélations. Voilà. Les révélations là, je vais vous donner, ne vous inquiétez pas. Pour le moment, j'ai donné beaucoup de révélations à partir du 31 décembre 2025 jusqu'en début janvier. Attendons de voir. Les choses se sont faites. Vous avez vu certaines choses, certaines révélations se sont avérées vraies, se sont réalisées et d'autres ne se sont pas réalisées. Du coup, il y en a qui ont commencé à dire, ah, donc tu avais dit que, quoi ça, tu avais dit que telle personne allait être au gouvernement. Les gens comme les Blé Goudé et autres. Je suis allé, j'ai dit, Simon Deivé sera nommé, comme on appelle, au Conseil économique et social, comme la présidente du Conseil économique et social. Ils vont mettre tous les assauts, les manchets, hein, Rachel Crasso. Je vous répète tout ça pour dire que je ne crée rien de mes informations. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas fait, c'est qu'ils ont décidé, ils ne se sont pas attendus, ou bien ils ont décidé de ne pas le faire, pour ne pas juste entériner ce qu'il a dit, pour ne pas valider ce qu'il a dit. Parce qu'il y a ça, il y a le problème. Les gens pensent que les communicants sont à négliger. Les gens nous voient comme ceux-là qui ne sont pas considérés par le gouvernement. Mais le gouvernement nous considère. Le gouvernement là,
eux, ils nous considèrent, ils suivent ce qu'on fait. Ils suivent ça de près. Ils suivent ça de près, je vous le dis, hein. Ils suivent ça de près. Sinon, comment pouvez-vous comprendre qu'un procureur de la République peut amener la police pour aller attraper quelqu'un, pour aller arrêter quelqu'un, des accagoulés pour aller arrêter un activiste politique? Pourquoi? Parce que ils suivent, eux tous sont là, ils regardent. Ils n'ont rien à faire, ils ont l'argent, ils bouffent l'argent du pays, donc ils n'ont plus rien à faire. Leur temps libre, là, ils passent ça au bureau en train de nous regarder, en train de nous écouter. Donc ne dites pas qu'ils ne nous regardent pas, ils nous regardent, ils suivent tout. Donc ils sont au courant de nos révélations. Donc quand on donne ces révélations-là, eux, ça les énerve et puis ils se retirent. Ça les énerve et puis ils changent. Parce qu'ils savent qu'on est écouté par plusieurs personnes. Ils savent qu'on a entendu par plusieurs... Jusqu'à dans leur sein là-bas, au milieu d'eux là-bas, ils commençaient à m'appeler remplaçant de Chris Rapi. Parce que ce que je disais là, c'est ça qui est la vérité. Sauf que pour maintenant casser ce que je suis en train de dire, pour faire croire que je suis un menteur, pour que d'autres personnes s'éloignent de mes informations, on change les donnes. Mais il y a d'autres pour eux qu'on ne pouvait pas changer. Quand ils ont enlevé Adjoumani dans le gouvernement, après, ils ont fait un autre. Ils ont rattrapé en mettant Adjoumani conseiller à la présidence. Mais pourquoi il n'était pas dans le gouvernement là? Est-ce que je ne vous ai pas dit qu'il n'allait pas être dedans? Mais si je vous ai dit qu'Adjoumani n'allait pas être dans le gouvernement et que sa place, là, ils allaient l'enlever là-bas, ils ont enlevé Adjoumani. Hein? Est-ce qu'ils ont enlevé Adjoumani ou bien ils n'ont pas enlevé Adjoumani? Ils ont enlevé Adjoumani. Donc, si je n'ai pas menti sur Adjoumani, si je n'ai pas menti sur, comment il s'appelle, Adama Bitogo, au niveau de l'Assemblée nationale, pour dire qu'il allait perdre son poste à l'Assemblée nationale, qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru que Adama Bitogo allait perdre son poste à l'Assemblée nationale? Qui l'aurait cru? Mais dans la stratégie d'Alassane Draman Ouattara, c'était de mettre, comment il s'appelle, son fils, c'était de mettre son fils Téné Brahima à l'Assemblée nationale. Sauf que Emmanuel Macron lui a dit de ne pas le faire, parce que c'est trop flagrant. Donc il faut trouver la parade nécessaire, il faut trouver la manière dont il faut parader, il faut tourner la chose pour que son petit frère ne soit pas trop vu. Il est déjà ministre de la Défense, c'est-à-dire la sécurité, la défense, l'armée est dans sa main d'abord. Et en plus de ça, maintenant, il va faire de telle sorte que on prenne, comme on appelle, son petit frère toujours et son fils toujours, pour le mettre maintenant vice-premier ministre. Aller bosser, comment apprendre. Parce que le premier ministre, c'est celui-là même qui est l'homme à tout faire. C'est-à-dire, c'est le diplomate, c'est celui-là qui vient discuter des grands projets, qui vient discuter avec les opérateurs économiques, qui fait rentrer les sociétés dans le pays, qui essaye de faire vendre la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Tout ça là, il faut que Téné Brahima apprenne ça auprès de Begré Mambé et auprès des directeurs de cabinet qui sont là. Quand on dit Premier ministre, on est obligé de dire vice-premier ministre. Quand ils sont tous réunis dans un endroit et qu'on cite le Premier ministre Begré Mambé, ils sont obligés de citer le vice-premier ministre Téné Brahima. Il y a des amis du Nord qui ne sont pas d'accord aujourd'hui avec le système Draman Ouattara, la stratégie Draman Ouattara. Et ils le font savoir. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas contents de ce que Alassane Draman Ouattara, lui, veut mettre encore son fils à sa place. Comme si, en Côte d'Ivoire, il n'y avait que les Ouattara qui étaient les plus intelligents, il n'y avait que les Ouattara qui savaient faire les choses. Or, ils ont trouvé le pays qui était en plein, comment on appelle, en pleine émergence. Avant qu'eux, ils arrivent là, Houphouët-Boigny avait déjà construit le pays. Henri Konan Bédié a fait un peu. À l'arrivée de Guy Robert, il y a eu un temps mort, mais il n'a pas duré. Gbagbo Laurent arrive, on ne lui laisse même pas dérouler son tapis de développement. Tout ce qu'il a mis en place, c'était une grande révolution pour l'Afrique et pour l'Ivoire en particulier. Le président Laurent Gbagbo commence à mettre son programme en marche, l'assurance maladie universelle, il commence à mettre en place l'école gratuite. Les gens ont vu que c'était pas bon pour eux. C'était pas bon pour eux. Les créations d'entreprises avec les jeunes, ils étaient prêts à financer
ces petites et moyennes entreprises, ils n'ont pas accepté. Ça allait être trop flagrant. Ça allait révolutionner la Côte d'Ivoire et l'Afrique. D'autres allaient prendre exemple sur la Côte d'Ivoire pour se détacher. Le président Laurent Gbagbo avait demandé que le 43e Bima ne soit plus et que les militaires français au 43e Bima rentrent en France. Leurs familles ont besoin d'eux. Le président Laurent Gbagbo avait voulu construire des usines de transformation du cacao dans des régions comme Boaké, Korogo et Abidjan. Daloa aussi. Tout ça là, c'était pas bon. Gbagbo Laurent, si on le laisse ça, il va s'éterniser au pouvoir. C'est-à-dire le peuple de Côte d'Ivoire ne va jamais accepter qu'il parte à la retraite ou bien qu'il quitte le pouvoir. Il fallait donc lui apporter une guerre, une rébellion. On lui a apporté une rébellion. Les amis, aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara est le maître à tout faire. Il est le roi absolu de la Côte d'Ivoire. Il nomme qui il veut, il enlève qui il veut. Il présente sa famille qui occupe tous les postes. Or, cette histoire des familles, rappelez-vous qu'à la CPI, un procureur posait la question au président Laurent Gbagbo. Un procureur, je ne sais pas si c'est McDonald's, Bofloto ou KFC, ou bien c'est, comment on appelle, c'est Fatou Bensouda. En tout cas, il y a une personne au niveau de leur groupe là qui allait dire que le président Laurent Gbagbo gouvernait avec sa famille. Donc gouverner avec sa famille est un délit. Mais si c'est un délit, pourquoi alors Alassane Dramane Ouattara gouverne avec sa famille? Pourquoi? Pourquoi les postes stratégiques de la Côte d'Ivoire sont aux mains de la famille Ouattara? Pourquoi? Pourquoi en Côte d'Ivoire, les ministères sont occupés par la famille Ouattara? Pourquoi? Pourquoi la présidence, le secrétariat de la présidence, les porte-parole et tout sont occupés par la famille Ouattara? Pourquoi? À la présidence, le directeur financier, tout cela c'est famille Ouattara. Quand notre matière première, c'est-à-dire le cacao, qui est notre produit, qui est comme on appelle, qui est comme notre identité, le cacao dont nous sommes le premier producteur du cacao au monde, pas en Afrique, au monde. Pourquoi c'est un Ouattara, un fils ou un beau-fils, Folorou et autres là, qui sont détenteurs des usines ou des sociétés qui gèrent le cacao en Côte d'Ivoire? C'est toujours la famille Ouattara, au grand complet, qui gère la Côte d'Ivoire. Donc, on peut gérer la Côte d'Ivoire avec sa famille. Pourtant, précision, détail, le président Laurent Gbagbo ne gérait pas la Côte d'Ivoire avec sa famille. Il n'a jamais géré la Côte d'Ivoire avec sa famille. Il n'a jamais géré. Ils lui ont collé l'image de Kadé Bertin. Kadé Bertin, qui est du même village que le président Laurent Gbagbo, mais n'est pas de sa famille. Il n'y a aucun lien familial. Ils n'ont pas trouvé, ils ont cherché. Ils sont même allés dire, comment elle s'appelle, Gado, la Georgette. C'est ça, non? Comment elle s'appelle, la petite sœur du président Laurent Gbagbo? Jeannette, Koudou Jeannette, voilà. Sa mère est revenue, Koudou Jeannette. Ils sont allés dire, mais Koudou Jeannette a occupé un poste, hein, au niveau de... je n'ai plus ça en tête. Mais Koudou Jeannette a occupé, c'était difficile d'ailleurs. Les témoignages nous disaient que le président Laurent Gbagbo, c'était difficile, il ne voulait pas. Il ne voulait pas, mais c'est sa compétence qu'il a amenée là, avec ceux qui ont décidé de la mettre là. Ce n'est pas la demande du président. Ce n'est pas sa demande. Ce n'est pas sa demande, mais elle allait à l'école. Elle était, comment on appelle, elle avait l'expertise nécessaire dans ce domaine. Ils l'ont pris, elle avait les compétences nécessaires, c'est ce que je voulais dire. Ils l'ont pris, ils l'ont mis là-bas. Mais c'est ce que vous pouvez citer. Mais et les autres là? Et les autres? Pour chez Ouattara là, on peut citer? À part Koudou Jeannette que vous nommez à chaque fois là.
On peut citer pour chez Ouattara, là, on peut citer. Il y a trop. Il y en a trop. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai dit que comparaison n'est pas raison. Et puis même si, ce n'est pas vrai que le président Laurent Gbagbo gouvernait avec sa famille. Mais si vous avez craint, vous avez dénoncé ça, tout ce que vous avez dénoncé sur le président Laurent Gbagbo, là, pourquoi vous faites ça? Parce que c'est la question que d'autres personnes ne posent pas. Vous ne posez jamais la question. Mais il faut la poser, cette question-là. C'est une question très pertinente. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Dites-moi, je répète, dites-moi, bon, il y a un mouton qui dit, le Premier ministre Begré Mambé, vous, quand vous finissez de citer la Première ministre, après il y a qui encore? Vous allez citer Anou Loto, et puis qui encore? C'est-à-dire, vous pouvez les compter au bout des doigts. Pourtant, ceux que Ouattara a nommés, qui font partie de sa famille, là, on ne peut pas les citer au bout des doigts. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il m'a détourné de ce qu'il était en train de dire. Donc, j'ai dit que vous êtes beaucoup à ne pas savoir, voilà, à ne pas savoir, attendez, je bloque, j'enlève. Vous êtes beaucoup à ne pas comprendre et à ne pas savoir que comparaison n'est pas raison. Alassane Dramane Ouattara dit que Gbagbo Laurent a mal fait. Gbagbo Laurent n'a pas bien gouverné. C'est pour cela que lui, il a pris le pays. Donc, quand il prend le pays, il faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille. Quand Gbagbo Laurent n'a pas bien travaillé et que Gbagbo Laurent a fait ceci ou cela, toi, Alassane Dramane Ouattara, tu dois faire la différence. C'est sur cette différence qu'on t'attend. C'est sur cette différence-là. On vous attend. On vous attend pour que vous fassiez la différence de gouvernance. C'est-à-dire, vous montrez au monde entier que Gbagbo a fait du tribalisme, vous ne faites pas du tribalisme. Vous montrez au monde entier que les concours, Gbagbo prenait que les Guégués et les Koudou et seulement les gens de sa région. Vous montrez que vous n'allez jamais prendre les gens seulement de votre région. Mais quand on va chercher, on va regarder les concours là. De A à Z, tout est Ouattara, Koné, Kouyaté, tous Konaté, Traoré, tout est Diaby, Dialasouba, Diabadgate, Soumaoro, Soro. Et on peut être comme ça. Tous les concours, que ce soit concours de police, concours de gendarmerie, concours, là même, ils disent qu'ils recrutent les militaires, là. Ils vont prendre quelques digbeux, quelques manchets, une personne digbeux, les autres, là, c'est les Kwasi, ils vont prendre quelques-uns, et puis tout le reste, ça sera les Bakayoko. Tout le reste, ça sera les Ouattara. On connaît ça. Oui, le Gangui, DG à 90% nordiste, c'est ça. Eux, ils veulent discuter avec nous. Mais vous n'avez pas d'argument, vous n'avez pas d'éléments. Les amis, vous ne tapotez plus, il faut tapoter. Il faut tapoter. La majorité, ce sont les gens du Nord. La majorité, c'est la famille Dramane Ouattara. Pourquoi? Donc vous avez changé quoi? Et à chaque fois que vous parlez, vous cherchez à comparer la gouvernance du président Laurent Gbagbo et votre gouvernance. Vous voyez comment vous êtes malheureux dans votre vie là. Vous êtes vraiment malheureux dans votre vie. Vous êtes vraiment malheureux dans votre vie. Vous savez, on dit quand tu n'as pas encore traversé l'autre rive, tu n'as pas encore traversé la rivière pour aller à l'autre rive, faut pas te réjouir vite. Faut pas te moquer des autres. Faut pas te moquer des autres. Le pays, la Côte d'Ivoire, a connu des crises aussi à un moment donné où on ne s'y attendait même pas. Où on croyait que ça ne pouvait jamais arriver en Côte d'Ivoire. À un moment en Côte d'Ivoire, on jetait sac de riz à des gens. La famine avait pris. Des gens se trouvaient dans la forêt, dans la brousse. Ça s'est passé comme ça en Côte d'Ivoire. Une rébellion armée. Nous, on pensait que c'est au Libéria seulement, ou en Sierra Leone. Mais ça s'est passé en Côte d'Ivoire, rébellion armée. Rébellion armée. Donc ça veut dire que à tout moment, des choses peuvent changer dans le pays. Alassane Dramane Ouattara
a fait beaucoup d'ennemis. Il s'est fait beaucoup d'ennemis. Parce que ceux qui nomment aujourd'hui, qui se réjouissent de leur nomination, qui sont contents de leur poste, de leur place, demain, quand la roue va tourner, parce que cette roue-là, elle va tourner, ça va durer, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais tôt ou tard, cette roue va tourner. Cette roue va tourner. C'est des gens qui ne sont pas, ils sont pas sûrs, Benito. Merci Benito pour les roses. Et puis merci à Kobia. Bonne arrivée aussi. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais la roue va tourner. Elle va tourner de telle sorte que les gens comprennent que dans la vie, rien n'est impossible devant Dieu. Le message est clair. Rien n'est impossible devant Dieu. On ne s'y attendait pas. Et Daman Ouattara a arraché le pouvoir et il a assis. Merci. En Kobia. Il a arraché le pouvoir et il a assis. L'heure est venue où nous devons être soudés. Parce que ce qui arrive à la Côte d'Ivoire là, va nous rendre soudés. Non seulement au niveau de la Côte d'Ivoire, mais au niveau même de nos frères africains. La Côte d'Ivoire va avoir des alliés. Les Ivoiriens vont avoir des alliés. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui là, ça va finir. Ça va finir, ça ne va pas s'éterniser. Non, ne pensez pas que ça va rester comme ça toute la vie. Non, 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 ça ne peut pas rester comme ça toute la vie. Mais nos parents, les anciens, les plus jeunes, beaucoup sont découragés. Regardez, il y a eu quelque chose, un événement qui s'est passé, un événement malheureux qui s'est passé en Suisse. Des jeunes sont sortis pour aller fêter le 31 décembre 2025, pour rentrer dans la nouvelle année, hein, avec leurs amis, avec leurs copines, en fêtant, en buvant, en faisant tout ça. Ils sont allés dans une boîte, au sous-sol, ils ont fêté, ils ont dansé, mais pendant qu'ils étaient en train de fêter, l'incendie, le feu a pris cette boîte-là. Le feu a pris la boîte, ça a brûlé. Et malheureusement, paix à leur âme, des jeunes mineurs, des jeunes adolescents sont morts dans l'incendie. Ils ont déjà, en fait, dans l'incendie. Une quarantaine, même une personne, c'est déjà grave. 2 personnes, c'est déjà grave. Mais jusqu'à 40 personnes, 40 jeunes, leur avenir s'est arrêté dans l'incendie. Beaucoup de blessés. Ils étaient sortis, ils ont dit à leurs parents, on s'en va s'amuser. Pour que le 31, on traverse la nuit du 31 pour le nouvel an. Mais ils ne sont plus jamais revenus à la maison. Vous comprenez? Donc, tout peut basculer en 1 minute, en 1 heure, en 1 journée. Tout peut basculer en 1 semaine, en 1 mois, en 1 an. Tout peut basculer. Tout peut basculer. Des choses peuvent changer radicalement. Donc nous, on continue de garder espoir. Aujourd'hui, on n'est plus trop écoutés. On n'est plus trop écoutés hein, parce que certains sont découragés. Ils sont là, ils ne veulent plus trop nous écouter. Ils se disent que oh, ça là, vous avez déjà dit. Et je ne vous parle pas de nos ennemis, je vous parle de ceux qui sont avec nous, ceux qui disent qu'ils aiment le combat que nous menons. Le découragement les a tellement pris que ils viennent dire ah, ça, on a déjà entendu ça. Le gars, il se répète, il dit les mêmes choses depuis. Bon, rien ne change. Ouattara est en train de faire son 4e mandat. Rien ne change. Rien ne change. Vous croyez en Dieu? La première question que je pose, est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous croyez en Dieu? Regardez en Guinée, dans ces jours, je regarde le procès. Je regarde les anciens. Parce que le procès est passé. Je ne sais pas si c'est d'actualité, je essaie de regarder les dates. Mais je regarde, les gens ont ramené quand même
ce qui s'est passé, le procès du 28 septembre en Guinée, le procès du 28 septembre. Est-ce qu'il y a des Guinéens ici, sur ce live? S'il y a des Guinéens, tapotez, mettez en commentaire oui. Est-ce qu'il y a des Guinéens qui me suivent actuellement? Guinée, je parle de Guinée-Conakry, avec Mamadi Doumbouya, le général, le caporal de l'armée française et de l'armée, hein, comment ils appellent ça même? Le caporal de l'armée étrangère française qui est aujourd'hui, qui s'est bombardé général 5 étoiles ou 4 étoiles, je ne sais plus quoi, combien d'étoiles il s'est donné, 5 étoiles, oui. Il s'est donné 5 étoiles. La Légion étrangère à Kobia. Voilà, la Légion étrangère, merci. Merci, Nyokba. Ça veut dire que vous suivez. Voilà. Et business, merci. Ça veut dire que vous suivez. Vous tous, vous êtes en train d'écrire en commentaire, merci. Donc, tapotez. Si vous suivez, il faut tapoter. Il faut permettre à ce que cette vidéo soit virale. Parce que je parle de quelque chose de très important. Dans ces jours, je regarde un peu ce qui se passe. Le procès au niveau de la Guinée. Vous voyez, quand j'écoute, d'abord, avant de dire, quand j'écoute Toumbarek, quand je l'écoute, j'ai comme l'impression que il ne se rend pas compte que, en tout cas, s'il est en face, et je ne doute pas de la compétence du juge, ce jeune juge qui était en face de lui, je ne doute pas de sa compétence, mais j'ai dit que s'il est dans un tribunal sérieux, il doit être condamné, à des années de prison. Parce que, sans le savoir, il s'accuse. Sans le savoir, il se met en difficulté, il se met dans les problèmes sans le savoir, juste parce que sa fierté est au-dessus. Il est beaucoup drôle, Toumba Diakité, il est beaucoup drôle. Moi, il me fait rire. Mais en même temps, je me dis, attends, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il se rend compte? Parce que des avocats lui posent des questions. Mais Toumba Diakité dit que, en fait, il montre ce qu'il était. Il montre qu'il est un guerrier, c'est-à-dire, lui, on lui a posé une question, ce qui m'a fait vraiment, ça m'a fait bizarre. Et que je dis, le peuple guinéen devait, même s'ils aiment Toumba Diakité, même s'ils ils veulent le protéger, ou s'ils disent que c'est pas lui qui était le responsable du massacre du stade du 28 septembre, je pense que eux tous devaient quitter derrière Toumba. Il ouvre la bouche pour dire que Makambo, c'est lui qui l'a exécuté. Il a dit ça devant un tribunal. C'est-à-dire qu'on ne devait même plus continuer le procès. Mais peut-être que le juge veut entendre, il veut comprendre d'autres choses encore, c'est pour ça qu'il continue le procès. Sinon, Toumba Diakité, là, immédiatement, le jour qu'il a fait cette déclaration, c'est-à-dire, quel que soit ce que Mankabo était, moi, je ne le connais pas, qu'il soit féticheur de Dadis, qu'il soit l'un des plus grands criminels de la Guinée, mais le fait que, devant un juge, devant des médias même, parce que comment on appelle, le procès est médiatisé, tu ne peux pas affirmer haut et fort que toi, tu t'es battu avec lui. Il y a eu la bagarre, pardon, et que tu l'as neutralisé, et en dernier mot, tu l'as exécuté. C'était fort. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais est-ce qu'il se rend compte, Toumba Diakité? Est-ce qu'il se rend compte? Quand il dit, c'est moi qui suis rentré là-bas, j'ai cassé la porte, je suis rentré, c'est moi qui ai dit, mettez telle personne aux arrêts, c'est moi qui... Lui là, à partir d'aujourd'hui, tu es aux arrêts. Un général parle ici, tu es aux arrêts. Un autre colonel parle là-bas, tu es aux arrêts. Pourtant, il n'a pas ce grade-là. Hein. Mais il a le pouvoir de mettre les gens aux arrêts. Il a le pouvoir de mettre les gens aux arrêts. Je ne comprenais pas l'attitude de Toumba Diakité. Je ne comprenais pas. Et donc, je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais Toumba Diakité, je pense qu'il devait faire la prison. Juste pour le fait qu'il reconnaît avoir exécuté ne serait-ce même qu'une personne. Et ce n'est pas la seule personne. Quand des gens se lèvent et puis on dit, tel général, il était où? On dit non, il a fui.
devant Toumba Diakité. Et puis on est fiers de dire ça. Il a fui devant. Donc Toumba Diakité était la terreur de l'armée guinéenne. Il faisait peur à tout le monde. Il était la terreur. Personne ne le moyen. Quand tu parles des choses, Pivi, il dit oui, Pivi, c'est un grand que je connais, que je respecte, mon cher, mais toute son équipe là, je les ai tous frappés. Ah, il n'était plus que robot. Mais tout ça, c'est en justice, hein. Je ne vous parle pas d'une causerie de caserne ou bien d'une causerie de quartier. Je ne vous parle pas d'un sketch. Je ne vous parle pas de théâtre. Je vous parle des personnes amenées devant la justice pour pouvoir expliquer ce qui s'est passé au stade du 28 septembre où il y a eu VIOL des femmes, où il y a eu tir et assassinat, meurtre des personnes. Et c'est là, il se lève pour commencer à expliquer. Il explique tout. Il est rentré au stade. Bon, il a expliqué ça aussi, mais tout ce qu'il a dit à côté, là, ça n'avait pas lu. C'est pour ça que j'ai aimé un avocat, je ne sais pas c'est l'avocat de qui posait des questions, mais qui cherchait ces questions. Et puis, la partie civile s'est levée. Le procureur, comment on les appelle eux, là? Il s'est levé et il a dit que ce que l'avocat est en train de mentionner là, ça n'a rien à voir avec le procès. Ça n'a rien. Et qui reviennent dans l'affaire. Parce que l'assassinat de Makambo là, ça n'a rien à voir avec le problème du 28 septembre. Mais j'ai aimé la réplique de cet avocat qui a dit que vous ne pouvez pas dire que l'affaire de Makambo là, au camp, comment ils appellent le camp là même? Bon, bref. Vous ne pouvez pas dire que ce qui s'est passé là-bas n'a rien à voir avec le procès du 28 septembre, puisque Toumba lui-même, hein, Koundara, voilà, Lazo, au stade de Koundara, AC Sénégal, soit salué. Hein? Vous dites, pas au stade de Koundara, mais comment on appelle, au camp de Koundara, il y a eu, au camp de Koundara, il y a eu, comment on appelle, il y a eu, comment il s'appelle là? Makambo qui est tombé, fini par, comment il s'appelle? Toumba Diakité. Et puis vous dites que non, pourquoi on évoque ce problème-là? Donc, il faut que l'avocat ne pose pas de questions sur ça. Mais l'avocat a bien répliqué, il a dit non, on doit parler de ça, parce que Toumba lui-même a pris le malin plaisir d'expliquer même déjà comment ils ont fait coup d'État pour prendre le pays. Jusqu'à il est venu maintenant expliquer comment il a gagné Makambo. Donc, de quoi on parle? Pourquoi, à ce moment-là, la partie civile ne s'est pas levée pour dire non, il ne faut pas que Toumba explique tout ça. Et puis, c'est quand lui, l'avocat, il pose la question, qu'on dit maintenant, il ne faut pas, il va expliquer tout ça. Vraiment, je suis allé là-bas un peu, en Guinée, pour vous dire que les actes que posent certaines personnes, quand tu vois un gars comme Dadis Camara, il était tout feu, tout flamme, tout puissant en Guinée. Dadis Camara pouvait être déshabillé, hein, devant l'Assemblée. Il pouvait être réhabilité devant l'Assemblée. Il pouvait nommer un nouveau DG devant le monde. Il pouvait, comment on appelle, mettre fin aux fonctions d'un DG. En tout cas, il était tout puissant. Mais vous avez vu, c'est lui devant un juge qui est assis et qui dit « Monsieur le Président ». Monsieur le Président, pourtant c'est lui qu'on appelait Président. Donc ça veut dire que la roue a tourné pour lui. Donc ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, la roue peut tourner. Les mêmes que vous voyez aujourd'hui, arrêtés. Le président Laurent Gbagbo, il était le président de la Côte d'Ivoire. Il a répondu devant la CPI, devant un juge. Vous comprenez? On peut être tout puissant aujourd'hui et être zéro demain. Tu peux être à la présidence et puis te retrouver en prison. Tu peux être en prison et puis te retrouver à la présidence. Donc ceux qui rigolent aujourd'hui, c'est votre temps. Rigolez autant que vous pouvez. Marrez-vous, traînez au sol. Moquez-vous.
rigolez, faites ce que vous voulez. Mais un jour, la roue va tourner et ça sera notre tour de rigoler. C'est comme ça. La vie est faite ainsi. Chaque chose a son temps. Et quand le temps de nous, notre temps va arriver, nous aussi, on aura le temps de rigoler. Et vous serez peut-être des vidéomans en train de critiquer ce que nous sommes en train de faire, notre gouvernance, en train de critiquer le président qui sera notre président, en train de critiquer qu'on nomme les gens seulement de chez nous, parce que nous, on n'est pas comme vous. Voilà. Mais vous nous avez montré comment il faut diriger. On va vous aider. Quand ça sera à notre tour, on va diriger aussi comme vous avez dirigé. Puis vous allez voir comment c'est doux. Vous allez apprécier comment c'est intéressant de diriger avec sa famille. Vous allez apprécier comment c'est intéressant de mettre des gens en prison dès qu'ils disent un mot. Vous allez apprécier ça. Parce qu'actuellement, personne parmi vous ne se lève pour dire ce qu'il est en train de faire là, il nous met en danger, il met nos enfants en danger, il met des vies en danger. Parce qu'il est en train de nous opposer à nos frères du Sud. Il est en train de nous opposer à nos frères de l'Est. Il est en train de nous opposer à nos frères de l'Ouest. Il est en train de nous opposer à nos frères du Centre. Vous ne parlez pas, vous ne voyez pas ça, vous ne dites rien. Dramane Ouattara vous oppose au reste de la Côte d'Ivoire. Et si c'était au reste seulement de la Côte d'Ivoire, on allait dire, bon, on peut faire une réconciliation et s'entendre. Mais il vous oppose au reste du monde, au reste de l'Afrique. Les pays frontaliers. Aujourd'hui, un Burkinabé qui pouvait rentrer en Côte d'Ivoire à travers la frontière pour acheter ses marchandises à Ouagadougou, il ne peut plus. Aujourd'hui, un Ivoirois qui habite Ouagadougou, qui pouvait rentrer à Bobo Dioulasso, ou bien je ne sais pas comment, à Ouaga, ou je ne sais pas où, qu'est-ce qui est plus proche, mais et aujourd'hui, il ne peut plus. Tout ça là, c'est le fait de Alassane Dramane Ouattara qui veut prendre le Burkina pour que forcément Sendou rentre dans la Côte d'Ivoire comme ça, il va dire qu'il est ivoirien. Quelqu'un qui veut convaincre depuis le début, depuis le premier jour de sa naissance jusqu'à son dernier jour de sa vie, il veut convaincre les gens, le monde entier, que lui, il est ivoirien. Or, les Ivoiriens savent qu'il n'est pas ivoirien. Or, les Burkinabés savent qu'il n'est pas ivoirien. Or, les Français savent qu'il n'est pas ivoirien. Tout le monde entier sait que Alassane Dramane Ouattara n'est pas ivoirien. C'est lui seul qui ne le sait pas. La seule personne qui ne sait pas qu'il n'est pas ivoirien, c'est Alassane Dramane Ouattara. Il ne sait pas qu'il n'est pas ivoirien. Donc, il veut tout faire pour prendre au-delà de la frontière de Côte d'Ivoire. Il veut dépasser les frontières de Côte d'Ivoire, prendre une petite partie, en tout cas au-delà de Sendou, prendre cette partie au-delà de Sendou là, pour coller ça à la Côte d'Ivoire, pour dire, vous avez vu, je vous avais dit que Sendou, c'est Côte d'Ivoire, non? Donc, je suis ivoirien. S'ils ont enterré mon papa à Sendou, ils l'ont enterré en Côte d'Ivoire. S'il a été chef de tradition, chef de village à Sendou, ça veut dire que moi-même, je suis ivoirien. Lui seul. Oui, t'es dit. C'est ça. Donc, il ne faut pas se méprendre. Nous sommes persuadés qu'il y aura un changement dans notre pays. Nous sommes persuadés que ça va arriver, tôt ou tard. Le temps que ça va prendre ce temps-là, mais ça va arriver. Oui, Maïlé Guy, sois salué. Le temps que ça va prendre, mais ça va arriver. Karamoko, pour le moment, il faut bouffer. Voilà, il faut dire je suis bête. Il n'y a pas de mais bête, même ça ne s'écrit pas comme ça. Voilà. Dans une seule petite phrase de quelques lignes, tu as fait plus de 3 fautes. On va dire 2 fautes. Tu es, ça s'écrit avec E. S. Tu es, E-S. Bon, ça, il ne faut pas me fatiguer parce que si je veux t'éduquer là, on ne va jamais finir. Mais Akai Prada, sois salué. Le SG Akai Prada, sois salué. Voilà, c'est pas à moi de te refaire. Mais il faut aller à l'école. Voilà, il faut aller à l'école. Maintenant, si tu ne peux plus aller à l'école, que tu as vieilli, ce que tu vas faire, quand tu viens sur mon live, n'écris rien parce que en écrivant, tu montres encore une fois combien de fois tu es bête,
Combien de fois tu es nul? Combien de fois tu n'as pas le droit même de venir écrire un mot sur mon live parce que ce n'est pas à ton niveau. Voilà, c'est trop au-dessus de ton niveau. Donc, les amis, Akai Prada, bon, je voulais qu'on puisse échanger, mais je vois, il y a 8 demandes. Mais les 8 demandes là, il faut, si vous êtes vraiment, si c'est vous qui avez demandé à monter sur ce live, écrivez en commentaire, prends-moi. Comme ça, moi, je te prends. Voilà. Écrivez en commentaire, prends-moi. Est-ce que tu as des informations à Akai Prada ou bien tu es occupé? Voilà. Donc, il faut mettre ça en commentaire. Je vais voir si tu as des informations à donner ici. C'est plutôt les informations dont on a besoin. Et voilà. Maintenant, ce que vous devez savoir encore, comme j'ai dit, au Niger, les gens sont partis pour prendre... Ok, je te prends. Tu as fait ta demande? Je ne vois pas. Akai Prada a fait ta demande, tu vas monter? Oui, Anne-Marie, sois saluée. C'est Anne-Marie. Ah non, l'autre c'est Anne-Sophie. Anne-Marie. Anne-Sophie, que je viens de dire son nom, c'est ma fille. Elle fait son anniversaire aujourd'hui. Voilà, joyeux anniversaire à Anne-Sophie. Si tu es quelque part là-bas et que tu suis, parce que souvent, vous êtes là, mais je ne vous vois pas. Voilà, si tu es là, joyeux anniversaire à ma fille Anne-Sophie, depuis sa position. Voilà. Akai Prada a fait ta demande pour que je puisse te faire monter. Parce que là, je ne vois pas ta demande. Attends, je regarde encore. Voilà, c'est bon. Voilà. Sois salué, président. Oui. Akai Prada, comment tu vas? Je vais très bien. D'accord. Alors, dis-nous. Oui, mais président, l'actualité est brûlante. Ah ouais? Je sais pas ce qui s'est passé au Niger. Voilà. Celui-là même qui, en octobre, nous traitait des chiens en disant le chien aboie, la caravane passe, mais il y a un officier, un général d'armée qui lui aussi est président, c'est-à-dire son homologue l'a traité de chien cette fois-ci. Donc, tu vois, Exactement. le président Alassane Draman Ouattara s'apprête à vivre son karma. Ouais. Voilà ce que le président Tchani a dit. Il dit, allez dire à Alassane Draman Ouattara, Patrice Talon et Emmanuel Macron qu'ils ont longtemps aboyé. Cette fois-ci, c'est à notre tour de rugir. Mais les gens n'ont pas compris. Peut-être les gens ont pris ces propos-là à la légère. Mais quand tu dis aboyer là, quel est l'animal qui aboie? C'est le chien, n'est-ce pas? Exactement. Quel est l'animal qui rugit? Mais c'est le lion. Donc Le lion. nous sommes dans une métaphore. Voilà. Nous sommes dans la métaphore. Nous sommes dans une rhétorique animalière. Nous sommes également dans quelque chose vraiment comment dire, je dirais, de mystique. Parce que ceux qui savent lire entre les lignes viennent tout de suite de comprendre que Alassane Draman Ouattara, ses jours sont comptés. À travers les propos que Tchani a tenus, on parle quand même d'un Nigérien. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Niger, mais allez vous renseigner. Parlant de mysticisme, parlant même des plus grands guerriers même africains. Mais ils viennent du Niger. Le Niger, là, ce n'est pas n'importe quel pays. La preuve en est. Quand Ouattara, en 2010, était encore, c'est-à-dire convoitait le pouvoir d'État, était en train de batailler corps et âme pour avoir le pouvoir d'État, qui sont ceux qu'il allait solliciter pour pouvoir assurer sa sécurité? Quelle est la force sous-régionale? Qui sont ceux qui pilotaient la force sous-régionale? C'est-à-dire l'ECOMOG, la force militaire sous-régionale, entre guillemets l'ECOMOG, pour pouvoir assurer la sécurité d'Alassane Draman Ouattara en 2010, lorsqu'il était au Golfe Hotel. Ma poupée, attends-moi au salon, s'il te plaît. Mais ce sont les Nigériens, parlant même du général Tchani.
Donc, je pense qu'il Tiani est allé faisait plus C'est loin. qui partie ça? des... Fermez le micro. Tiani faisait Donc partie. là, je pense qu'il est Yvette, retrouvé. Yvette, faut fermer ton micro. Mais c'est la drogue, ouais. Mais Oh il là a là. salué 3 jours à Nité Bangoune Bakarana Larwa. Il a fait sur deux. Il faut me servir là. Quand on l'a attrapé là-haut. Elle s'est oubliée carrément. Elle a tapoté et puis peut-être son doigt a cliqué sur le truc. Oui, Oui. vas-y, vas-y. Donc, Tiani faisait partie de ces officiers supérieurs ouest-africains là, qui étaient là à Abidjan, précisément au Golf Hotel, pour assurer la sécurité d'Alassane Dramane Ouattara. C'est la raison pour laquelle, au regard de l'agitation d'Alassane Dramane Ouattara, Tiani a toujours gardé le silence. Parce qu'il est dans le secret des dieux, parce qu'il connaît l'homme Ouattara. Il sait que ce gars-là, il ne fait que brasser du vent. Il sait que Ouattara, c'est du vide. Donc, il a toujours privilégié la carte de la diplomatie. Faites la remarque. La plupart du temps, Tiani s'attaquait plus à Talon. La Côte d'Ivoire, là, il la voyait de loin même. Parce que pour lui, la Côte d'Ivoire, c'est un petit problème. Mais c'est le Bénin, il s'attaquait plus à Patrice Talon, même pas au Bénin, mais à Patrice Talon. Mais cette fois-ci, il a nommément cité Alassane Dramane Ouattara. Ça veut dire que ces gens ont poussé le bouchon trop loin. Ils ont poussé le bouchon trop loin. Et pour un homme comme Tiani, on ne parle pas simplement d'un président, on ne parle pas simplement d'un chef d'État. On parle d'un général de corps d'armée. On parle d'un militaire. On parle d'un militaire. On parle d'un homme qui connaît les rouages de la France-Afrique. Parce que lui-même, il a été gars du corps de Bazoum, un autre France-africain. Et aujourd'hui, si Tiani a décidé de changer la donne géopolitique en allant s'allier avec les Russes, mais c'est parce qu'il a longtemps observé la situation. Il a longtemps observé les intérêts géostratégiques et il a tiré la conclusion selon laquelle, pour que son pays avance, mais il faudrait qu'il change la donne géopolitique. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait en travaillant aujourd'hui avec les Russes. Donc ceux qui pensent que nous sommes dans une petite histoire, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il a dénigré notre président, la Côte d'Ivoire va faire quoi avec le Niger? Vous n'avez rien compris. Ce qui va se passer là, ça sera extrêmement, je vais vous dire, violent, ça sera extrêmement agressif. Et ça va se passer très rapidement même. Dès lors que le général a parlé, dès lors que je ne dis même pas le président, dès lors que le général Tiani a parlé, apprêtez-vous dans les jours à venir là, apprêtez-vous à être choqués par les décisions que les autorités ivoiriennes vont prendre. Parce qu'ils vont fermer les frontières terrestres là, dans les jours à venir. D'abord, à l'heure là, c'est la panique totale. L'armée de Côte d'Ivoire est en alerte. L'armée de Côte d'Ivoire est en alerte actuellement. Ils vont renforcer les troupes à la frontière. Après, ils vont fermer même la frontière nord, c'est-à-dire Burkina, Mali, ils vont fermer cette partie-là. Et ça aura encore un impact économiquement sur le portefeuille des Ivoiriens. Donc, les jours à venir seront difficiles. Les Nigériens, ils sont déjà résilients. Eux, ils ont tout connu. Les gens de l'AES, ils ont tout connu. Embargo, sanctions, tout ça, ils ont connu ça. Donc, eux, ils sont résilients. Ils ont appris à vivre dans cet environnement hostile. Voilà, dans cet environnement sous-régional hostile, que ce soit politiquement comme économiquement. Donc, eux, ils sont habitués. Et puis, aujourd'hui, ils s'en sortent. Je ne travaille pas à la Banque mondiale, mais allez lire les rapports de la Banque mondiale sur la résilience de ces 3 États-là. On sent quand même qu'il y a un progrès, il y a des prouesses économiques en termes de bonne gouvernance qui sont faites. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que c'est la portée du discours du général Tiani au niveau militaire. C'est la portée du discours du général Tiani en termes d'action concrète. Moi, je suis convaincu que les jours d'Alassane Dramane Ouattara sont comptés. Pourquoi je le dis? Je vais partir d'abord sur la base, démographique. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier, comme on a tendance à le dire. La Côte d'Ivoire est un pays cosmopolite. Tout le monde vient là. Il y a toutes sortes de populations. La Côte d'Ivoire est un pays qui accueille vraiment, un bon pourcentage d'étrangers.
On prend par exemple les Burkinabés, que les Burkinabés. Il y a plus de 3 millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est des ressortissants de l'AES. Les Nigériens, là, dites-moi, c'est dans quel quartier d'Abidjan il n'y a pas un Aoucha qui vend Gaba? Ou alors, les Nigériens sont nombreux à Abidjan. Qui parle des Nigériens à Abidjan parle potentiellement des citoyens nigériens qui approuvent le discours du général Tiani. Parle potentiellement des citoyens qui, d'une certaine façon, vont manœuvrer pour que le discours, je dirais même, la menace du général Tiani se mette en application. Et ce que les gens ne savent pas, ils vont dire non, mais attends, cela va les nettoyer. Non. Un opérateur économique qui est nigérien, qui a jamais, il vend l'oignon, il vend le bois, ainsi de suite, il fait ces trucs. L'argent qu'il va gagner là, il mettra ça à la disposition, c'est-à-dire de l'État nigérien même sans s'en rendre compte. Donc, d'une certaine façon ou d'une autre, je vais dire que dès lors que le général Tiani a parlé de la sorte, ils vont chercher à utiliser, c'est-à-dire leur communauté, de sorte, leur communauté sur place en Côte d'Ivoire pour d'une certaine façon, mais contribuer financièrement et humainement à l'application, à la concrétisation de ce projet-là qui est clairement de déstabiliser pas la Côte d'Ivoire, mais de déstabiliser le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Et ça se fera. Et là, je parle que du Niger. Je parle que du Niger. Mais vous savez à combien de fois, même récemment, ils sont allés embêter nos frères burkinabés à la frontière là-bas. Vous pensez que Tiani va prendre une décision et puis ses petits frères-là, ils ne vont pas le suivre, ses homologues ne vont pas le suivre? Si, le président Ibrahim Traoré même là, il y a longtemps, lui, il en parle. La personne qui était modérée dans cette histoire, mais c'était Tiani. En tant que le doyen d'âge qui disait calmez-vous, calmez-vous, parce qu'ils n'étaient pas trop enquiquinés par la Côte d'Ivoire. Mais ils ont compris. Ils ont compris que ces gens-là ne veulent pas les laisser tranquilles. Là où eux, ils évitent les problèmes au nom de, de la fraternité sous-régionale, mais eux, ils sont dans une logique de les déstabiliser. Donc, ils iront jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au bout. Donc, quand on prend cette communauté burkinabé qui est présente massivement en Côte d'Ivoire, autour de plus de 3 millions de Burkinabés, les Nigériens, je pense qu'ils peuvent valoir à peu près 800 000 francs, et 800 000 personnes. Les Maliens aussi sont nombreux. La communauté malienne en Côte d'Ivoire représente plus d'1 million de personnes. Donc, dans ces combien-là, quand on fait le calcul rapidement, c'est environ 5 millions d'Haïtiens en Côte d'Ivoire. Parmi ces 5 millions-là. Mais sachez qu'il y a forcément des gens qui vont se mettre au service des États de l'AES pour faire de l'espionnage, pour faire, de la collecte d'informations, ainsi de suite. Donc, avant même de déployer certaines personnes sur place là, je veux dire que humainement parlant, les gens, les chefs d'État de l'AES ont la possibilité, ils ont la capacité, ils ont les ressources humaines pour faire de l'espionnage, ils ont les ressources humaines pour mettre l'État de Côte d'Ivoire en difficulté, pour faire même du sabotage. Premier point. Et deuxième point, militairement parlant, est-ce qu'ils ont les outils, est-ce qu'ils ont les armes qu'il faut pour pouvoir atteindre leur objectif? Oui. Oui. Parce que c'est que les gens ignorent. Quand je vois des plaisantins qui sont là, à Dofa, nous là, on parle, vous confondez, c'est-à-dire que vous essayez de comparer ce qu'on appelle, c'était quoi, une rébellion. Vous parlez de rébellion, vous comparez une rébellion à une guerre contre les terreaux. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était une rébellion, et puis vous avez eu la chance d'avoir l'opposant le plus angélique du monde, qui est le président Laurent Gbagbo, qui a dit non, laissez tomber, il a mis les rebelles dans le gouvernement. C'était une rébellion, il ne voulait même pas se battre même pour la paix, pour la stabilité. Donc, vous, c'est sur vos petits rebelles que vous comptez, les Kone Zakaria et autres là, qui viennent, ils prennent les calaches, ils rafalent n'importe comment dans le billard là. Vous pensez que ceux-là sont des militaires? Ceux qui mettent gris-gris et puis ils vont... Zou Calais, faut pas tapoter, Zou Calais, tu es déjà en haut. Ceux qui sont en haut là ne tapotez pas, c'est ceux qui sont en bas qui tapotent. Donc voilà. Oui, vous pensez que ceux-là, ce sont des militaires, les Kone Zakaria qui vont combattre les gris-gris, ce ne sont même pas des stratèges. Ils ne pouvaient rien faire sans la France. C'est ceux-là qui vont faire front avec des gens qui, ça fait plus de 3 ans, ils sont en train de faire une guerre contre des terreaux. Est-ce que vous savez de quoi vous parlez même? Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Donc, je vais dire que l'armée de l'AES est rodée en termes de combat de terrain.
Et puis aujourd'hui, là, elle est équipée. Et puis aujourd'hui, logistiquement parlant, mais elle a un partenaire sûr qui est la Russie. La Russie nous a des satellites et autres. Donc le travail va se faire. Ce qu'il a dit là, ça va se faire. Ça va se faire pour le Niger. Ça va se faire pour les intérêts de l'AES. Et ça va se faire aussi, mais au-delà de l'espace même, comment dirais-je, sous-régional, ça veut dire la CEDEAO, au-delà de l'espace ouest africain, ça va se faire aussi parce qu'il y a des intérêts géopolitiques mondiaux, voilà, enfin, qui sont en jeu. Je parle notamment de l'uranium avec la Russie, qui aujourd'hui est un pays qui est en train d'exploiter la Russie et l'Iran. Voilà, sont en train d'exploiter l'uranium du Niger. Et Tchani, il a pu renégocier, comment dirais-je, il a pu renégocier les partenariats de sorte à ce que le Niger puisse avoir un bon bénéfice sur l'exploitation de l'uranium, ce qui n'était pas le cas avec Orano, qui est une entreprise française. Donc, ce qui s'est passé avant-hier, là, c'est ça. C'est que la société Orano, qui récemment a été déboutée des partenariats qu'elle avait tissés, des accords qu'elle avait signés avec l'État nigérien, ils leur ont dit, nous, on vous remercie, c'est bon, l'uranium nous appartient, on vous remercie, vous pouvez dégager. Et il y a un stock. Je crois que c'est 2000 tonnes d'uranium comme ça, 2000 tonnes d'uranium, si je ne me trompe pas, qui est stocké en ce moment à l'aéroport, dans la capitale du Niger, Niamey. Et Orano a fait savoir que, d'accord, vous nous avez chassé, mais ce stock d'uranium-là, ça nous appartient. Donc, nous, on en a besoin. Ils insistent. Le Niger dit non, ça ne vous appartient pas. Et ils sont allés saisir des tribunaux en France. Ils sont venus saisir des tribunaux en France pour régler ça. Mais attendez, vous êtes une entreprise française qui saisit des tribunaux en France pour un problème au Niger. Mais c'est assez clair qu'ils vont remporter le procès. Donc, eux, de l'autre côté, ils disent non, ce qui est juste, l'uranium là nous appartient, c'était exploité sur notre territoire. Et Orano a passé son temps à menacer. Mais ce que les gens ignorent, c'est que Orano là, on ne parle pas d'une petite entreprise, on parle quand même de l'une des entreprises françaises les plus importantes au monde qui exploite de l'uranium. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'uranium, c'est grâce à l'uranium, c'est l'uranium qu'on utilise pour alimenter ce qu'on appelle les centrales nucléaires. Voilà, la bombe atomique là. L'uranium fait partie des composants de la bombe atomique. On utilise aussi l'uranium pour produire de l'électricité. Donc, on parle quand même d'une ressource importante, d'une ressource géostratégique. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Orano a fait mains et pieds pour que ce stock-là, d'une certaine façon, puisse échapper à l'État nigérien. Et vu qu'au niveau de la justice, ils ont constaté qu'ils n'auront pas les moyens d'avoir gain de cause, mais il faut utiliser la force. Ça, c'est la position d'Orano, il faut utiliser la force. Et pour utiliser la force, il faut passer par qui? Il faut passer par l'État français, il faut passer par les vallées locaux, les suppôts de la France-Afrique qui sont en Afrique de l'Ouest. On connaît ces suppôts-là, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin. C'est en cela qu'est-ce que le général Tchani a dit là. Il n'a pas raconté sa vie. Voilà. Toute personne qui est lucide, toute personne instruite, qui s'intéresse à l'actualité comprendra qu'il y a des intérêts géopolitiques. Et ce qui s'est passé là, mais ce n'est pas déconnecté, ce n'est pas détaché du coup d'État qui a eu lieu au Bénin. Là où Orano veut récupérer avec la force l'uranium, de l'autre côté aussi, mais les Nigériens, là, avec les partenaires russes, ils sont en train de chercher la voie pour transporter, pour convoyer l'uranium là en Russie, pour convoyer l'uranium là dans des pays avec qui ils font du commerce. Donc, il faudrait que ça sorte du Niger. Maintenant, le problème, c'est quoi? Pourquoi ça fait des mois que c'est stocké à l'aéroport? Les Russes et les Nigériens ont vu que s'ils veulent faire passer l'uranium par le désert, ça sera trop long et ça sera trop risqué. Les gars sont prêts à saboter. Donc, ils ont stocké ça là. Ils ont stocké ça à l'aéroport de Niamey dans l'attente de mener une opération pour que l'uranium là puisse passer par le Bénin, par le port du Cotonou. Il y a eu le coup d'état du lieutenant-colonel Tigré, mais ça avait quelque chose à voir
avec aussi le Niger. Moi, je veux être objectif. Je ne vais pas ici dire que les Nigériens sont des anges, les Russes sont des anges. Le coup d'État qui a eu lieu, là, qui a échoué au Bénin récemment, là, c'est parce que les gars avaient besoin du port du Cotonou. Aujourd'hui, Talon fait toutes ses caprices. Hein. Voilà, quelquefois, quand il est content, il ouvre ça aux Nigériens. Quand il n'est pas content, il ferme. Il ne respecte pas les accords qui ont été signés entre Niamey et Cotonou. Donc, eux, ils ont compris que mais il faut utiliser la force. Et il faut un changement de régime au Niger, plutôt au Bénin, pour qu'ils fassent tranquillement leur business. Au fait, c'est ça. Alors, Donc, ok, il y a le dernier arrivant qui a une motion. Donc, ouvre ton micro, Golden. Bonsoir le camarade Hervé DJ, bonsoir le panel. Bon, Bonsoir. j'avais une Bonsoir, petite Golden. motion rapide en fait pour le frère Archange. Je commence mes propos par dire que je suis un fervent supporter de la liberté et de l'émancipation de l'Afrique. Je suis pro Gbagbo. Mais j'ai une question sensée pour Archange. Je voudrais que dans son analyse quand même là, il soit un peu mesuré. Parce que j'ai suivi un peu son propos. J'ai l'impression qu'il va un peu de gauche à droite parce que ce qui nous inquiète là, hein, ce n'est pas... En fait, j'ai l'impression qu'il dit que la réaction en fait du Niger, il faut pas que la réaction du Niger soit démesurée en fait. Quand par exemple il dit que la présence de citoyens, je veux savoir en quoi est-ce que la présence de citoyens nigériens en Côte d'Ivoire peut déstabiliser le pouvoir d'Alassane Ouattara. Je suis inquiet parce que moi je voudrais que malgré tout, si les Nigériens doivent réagir, il ne faut pas qu'il y ait d'impact et de conséquences négatives sur le peuple de Côte d'Ivoire qui soumis en fait aux bêtises de ce gouvernement actuel-là ont trop souffert. Voilà. Donc je redis ma question. Par rapport à son analyse, il a dit qu'il y a beaucoup de citoyens nigériens qui sont présents en Côte d'Ivoire. Je voulais savoir en quoi est-ce que la présence de citoyens nigériens peut contribuer à déstabiliser le pouvoir d'Alassane Ouattara. Merci. Ok. merci. Ouais, vas-y. Avant de répondre, Après, il y a un autre qui dit qu'il a une motion Darus, quelque chose à Darush. je vais répondre rapidement et puis, si tu me permets, Daru va faire sa motion. D'accord, vas-y. Golden, merci beaucoup. Je vais être très bref. En 2002, d'accord, en 2002, il y a eu une rébellion armée en Côte d'Ivoire, soutenue par Ouagadougou, par le Burkina. Mais les rebelles, là, parmi les rebelles, il y avait des Burkinabés. Et comment ça s'est passé? Sur place, là, il y a une forte communauté burkinabé sur place en Côte d'Ivoire. Mais ces rebelles qui sont venus là, selon toi, ils ont été hébergés par qui? Ils ont été hébergés, ces rebelles burkinabés qui sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont été hébergés par leurs frères. Mais quand ils sont venus, quand ils sont arrivés, son frère, son cousin, bien son quoi, l'héberge. Il ne sait pas que le gars, il est venu pour faire rébellion. C'est son parent qui a quitté au Burkina, il est venu et puis il l'héberge comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Mais c'est quand les choses ont éclaté, les gars ont pris conscience que, il y a le frère que j'hébergeais là. Il est dans la rébellion, il était venu, c'était par rapport à ça. C'est pareil, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit, il y a une forte communauté nigérienne en Côte d'Ivoire. Donc, ce que Tchani a dit là, selon toi, s'il veut mettre son projet en exécution, il ne va pas s'appuyer sur la communauté nigérienne. Si, il va s'appuyer sur elle. Sans que, et je l'ai dit, même sans que les Nigériens qui sont sur place là, sans qu'ils sachent qu'ils sont en train de les utiliser pour manœuvrer dans cet intérêt-là, dans cet objectif. C'est ce que je voulais dire. J'espère, je ne sais pas si je suis été clair ou pas. Bon, on va permettre un deuxième Darius. Ok, bonsoir. Ouais, parce que je pense que si on donne à Gordon, il va te dire encore que peut-être c'est passé ou c'est pas passé. Donc, Darius, oui, bonsoir. Ok, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est quoi ta motion? Moi, j'aimerais plus appuyer l'idée de Golden. Pour moi, je vois qu'une guerre entre ces nations-là,
ça n'apportera pas grand chose. La Côte d'Ivoire même doit soutenir encore l'AES pour permettre, dans le but même d'éradiquer en fait le terrorisme. Parce que c'est comme tes ton voisin en fait. Quand la maison de ton voisin prend feu, c'est mieux de l'aider à éteindre le feu que d'alimenter ce feu-là. Parce qu'une fois que le feu finira par consumer sa maison, ça va aussi consumer la tienne. Donc moi, j'ai écouté les propos du général Tiani, qui a cité les noms du président Alassane, et tout comme Ibe aussi l'avait fait en citant le nom du président Alassane. C'est vrai qu'on voit aussi, généralement sur les télés ivoiriens, les journalistes ivoiriens qui s'attardent à critiquer aussi les trois régimes-là. Moi, je me dis que trois pays qui ont décidé de prendre leur liberté, qui ont décidé de se départir même de la colonisation, moi je pense que tous ceux qui ne veulent pas se départir de la colonisation doivent les laisser agir. Bon, ce que moi je ne comprends pas, c'est le fait que les télés ivoiriennes prennent les problèmes de l'AES comme étant les tiens plutôt. Moi je pense que la Côte d'Ivoire doit se concentrer sur ses affaires et plus laisser l'AES agir. Je vois récemment des Ivoiriens qui disent non, on va attaquer le Burkina Faso. Non, ça ne profite pas en fait. Et tout comme cette semaine, je me dis c'est le mercredi, non? Ouais, c'était le mardi. J'ai vu l'armée ivoirienne qui s'est rendue à la frontière et puis qui a retiré le drapeau burkinabé et qui a planté le drapeau ivoirien. Ça même déjà, c'est une déclaration de guerre. C'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être en fait. Une fois, quand ces choses-là arrivent, c'est pas les dirigeants en fait qui en pâtissent, mais c'est la population qui en pâtit en fait. Nous, la population, on doit arrêter de jouer à ce double jeu-là. Et plutôt soutenir les dirigeants en fait. Des gens qui disent non, que si l'AES était fort, il devait finir avec le terrorisme. Une guerre asymétrique est différente d'une guerre symétrique. Une guerre frontale n'est pas une guerre. Une guerre symétrique, c'est une guerre frontale. Mais quand on prend le terrorisme, c'est pas une guerre frontale. On a vu avec les États-Unis qui se disaient que c'était l'armée la plus puissante du monde. On a vu en 2009 avec Osama Ben Laden. Les États-Unis en 2011, ils ont été attaqués en 2011. Même tout récemment aussi, il y a des attentats aux États-Unis. Tout n'est pas rose partout en fait. Le terrorisme, c'est pas quelque chose que tu peux t'asseoir sur toi et puis vanter. Non, c'est pas comme ça. On voit Patrice Talon aussi qui sort. Non, c'est pas comme ça en fait. À un moment donné, il va falloir que nous commence à se poser beaucoup de questions. J'ai vu Archange qui a dit non, que Tiani. Tu n'as pas encore la parole, hein, parce que là, je t'ai pas donné la parole. Tu as dit, je t'ai donné la parole par rapport à ta motion. Mais tu es en train de développer et voilà. À ton temps de parole, tu as dit quoi maintenant? Oui, j'arrive, j'arrive. Bon, ce que moi j'aimerais dire, c'est. Ma motion ici est que ce que Archange dit en fait, que Tiani peut s'appuyer sur les citoyens et les ressortissants nigériens qui sont en Côte d'Ivoire. Moi, je trouve que c'est inciter plus à d'autres idées. Moi, je pense que cette idée d'Archange ne devrait pas être développée. Parce que quand tu dis non, que Tiani peut s'appuyer sur les ressortissants nigériens, la probabilité que il y a d'autres qui vont prendre ça pour mieux développer et penser autrement. Et puis supposons que cette idée tombe dans les oreilles d'une personne qui est de mauvaise intention. Que va-t-il arriver à ces ressortissants nigériens qui sont en Côte d'Ivoire là? Donc moi ma motion ici, c'est pour dire à Archange non, de ne pas développer cette idée-là. Parce que cette idée, ça incite plus à la haine plutôt. C'est-à-dire à la haine plutôt en fait. Là, je pense que je te comprends et je pense que Archange t'a bien compris. Il s'agit là de ne pas montrer du doigt les ressortissants nigériens qui vivent en Côte d'Ivoire parce que ça risque de pousser d'autres Africains ou d'autres Ivoiriens à attaquer ces Nigériens-là. Sous prétexte que c'est sur Tiani compte et puis il a parlé. Voilà, donc exactement. C'est bien compris. Oui. Archange, en 2 minutes, comme ça, on va donner la parole comme les gens sont venus maintenant. Il n'y a pas de souci. Effectivement, mais tu sais, c'est ça le problème des Africains. On veut trop enjoliver les choses. Fermez vos micros, hein, Darius. Ce que moi, je suis en train de dire là, je suis objectif au fait. Et c'est pas dans le but de créer des problèmes à la communauté nigérienne. Je suis en train de dire, est-ce que les menaces de Tiani est le président du Niger, il sait très bien qu'il y a une forte communauté nigérienne en Côte d'Ivoire. Quand il parle là, c'est en toute responsabilité. Lui, il doit travailler à la protection des intérêts du Niger. Est-ce que je comprends? Donc, quand il dit ça là, est-ce qu'il a les moyens de mettre sa menace à exécution?
C'est ce que je suis en train de démontrer. J'ai dit oui, parce que sur place, il y a une communauté. Il peut s'appuyer sur. En fait, je n'hésite pas à la haine. Essayons vraiment de comprendre les choses. Essayons d'ouvrir l'esprit. J'ai pris le cas du Burkina. Quand Blaise Compaoré, il a logé les rebelles en 2000 et autres là. Le président Gbagbo savait, mais est-ce qu'au final, là, Blaise Compaoré, indirectement parlant, ne s'est pas appuyé sur la communauté burkinabé qui était en Côte d'Ivoire pour attaquer la Côte d'Ivoire? Si, il a fait. Est-ce qu'on se comprend? Non, moi je fais de l'analyse. Je viens pas jeter la communauté nigérienne à la vindicte populaire. Alassane Dramane Ouattara. Est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara, dans cette tentative de déstabilisation du Burkina, est-ce que récemment même le nom de Makosso et la fille de Makosso, ça n'a pas été cité dans la tentative de coup d'État au Burkina, où on dit la petite, elle allait donner de l'argent là-bas? C'est des choses qui sont factuelles au fait. Donc c'est pas les propos haineux, mais nous-mêmes faisons l'effort aussi. C'est-à-dire, faisons l'effort d'avoir cette ouverture d'esprit-là pour ne pas prendre tout propos comme une sorte de dénigrement ou alors une intention de mettre de l'huile sur le feu. Merci. Ok. Merci Akai Prada. Darius, faut pas ouvrir ton micro à tout moment comme ça. Ok. Faut fermer ton micro. Voilà. Donc, quand tu n'as pas donné la parole, tu n'ouvres pas ton micro. Donc, je pense que entre Zo Kale et Goli, il y a un que j'ai pris avant l'autre. Donc, on va aller, pour ne pas s'emmerder, on va aller de gauche à droite. Donc, après Akai Prada, devant moi ici, il y a à ma droite. Donc, Goli, ouvre ton micro, on t'écoute. Après, je descends comme ça au fur et à mesure. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, excusez-moi, voilà, ce qui se passe au Niger, là. Moi, voilà, ce que j'aimerais dire là, il n'y aura pas de guerre entre les pays voisins, là. Voilà. Lui qui est problème, là, c'est Ouattara. Voilà. Donc, c'est Ouattara c'est lui qui va partir, sinon il n'y aura pas de guerre. Parce que je vois les gens en train de dire, les Niger veut attaquer la Côte d'Ivoire, c'est zéro. Ouattara, là. Choco, c'est lui qui va mourir dans ça. Parce que lui, là, il ne travaille pas pour nous, il travaille pour des gens. Sinon, s'il ne travaille pas pour des gens, là, il n'est pas se comporter comme ça. Tout ce qui se passe là, il est au courant, il sait ce qui se passe. C'est ça, il voulait dire quoi. Merci. Merci, Goli. Tu peux descendre. Hein. Merci, on t'a bien compris. Pour toi, ce n'est pas une guerre entre Ivoiro-Nigériens, c'est comment on appelle, une personne qui est le problème, c'est-à-dire cette personne, Alassane Ouattara, son nom a été clairement cité. Donc, c'est cette personne-là qui sera dans le viseur de Tiani et non les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Merci, on t'a bien compris. Zou Kale, tu peux ouvrir ton micro. Oui, bonsoir, grand frère. Bonsoir, frère. Je salue tous les panélistes. Je salue toute l'Afrique en général. En fait, moi, je suis nigérien. D'accord. Hier, quand j'ai regardé l'intervention du président du Niger, le général d'armée Abdraman Chani, oui. Sincèrement parlant, ce que j'ai ressenti, je me suis senti comme moi-même, je suis un guerrier. Parce que hier, sincèrement parlant, j'ai vu en lui quelqu'un qui est très en colère même. Il est en colère. Et on n'a pas de problème avec les citoyens ivoiriens ni les citoyens béninois. Et je vous rassure, tout comme mon frère vient de dire, rien n'y va se passer avec la population. Ça ne concerne que Dramane Ouattara